Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On est ravis de vous retrouver ce matin, enfin ce matin, on est plus fin de matinée. On est ravis de vous retrouver pour le webinaire donc sur la certification des déchets et résidus. On va commencer parce qu'on a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez correctement. Je- Est-ce que c'est tout bon pour le son, hein, Nicolas? On m'entend correctement? C'est tout bon. Super, génial, merci. Euh, donc on va commencer, on va laisser les gens se joindre à nous petit à petit, mais on va commencer puisque c'est un sujet qui est assez dense. Donc aujourd'hui, pour présenter ce webinaire, nous sommes ensemble avec Nicolas, qui est donc chef de projet durabilité chez 2BS, Marie-Lou, qui représente la FNAD aujourd'hui, qui est chargée de transition écologique et de climat, et moi-même qui suis content assistante chez 2PS. Pour rappel, ce webinaire, il est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le retrouver ensuite sur notre site web. Et il y aura un temps de questions-réponses à la fin, donc vous pouvez vous poser vos questions tout au long du webinaire. On prendra un temps à la fin pour y répondre, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que ce n'est pas répondu pendant, c'est normal, on prendra du temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Donc, pendant ce webinaire, on va présenter la FNAS. On se présentera aussi rapidement, nous, de BS. On vous présentera ensuite le périmètre de la certification RED, les opérateurs concernés par la RED, la traçabilité et la documentation, l'adaptation de la documentation de la filière des déchets, et on finira avec la méthode des calculs GES. Alors, avant de commencer, pour se mettre un peu dans le bain, on aimerait bien avoir un peu vos retours, savoir quel type d'opérateur vous êtes pour mieux comprendre notre public aujourd'hui. Donc, je vous laisse scanner le QR code ou prendre le petit code qui est en dessous et vous connecter sur Slido pour pouvoir avoir une idée de qui est présent aujourd'hui. Je vous laisse quelques secondes pour scanner le QR code. Si jamais vous l'avez aussi à ce niveau-là, vous pouvez scanner le QR code et j'attends vos retours pour qu'on ait une idée de qui est présent aujourd'hui. Peut-être je remets le grand un petit temps. On n'a pas de retour encore. Alors, on a majoritairement autre pour l'instant. Collecte de déchets organiques aussi. Unité de méthanisation. Super, ça nous permet de bien savoir qui est présent aujourd'hui, d'avoir une idée d'accès peut-être quand on voit des majorités sur les sujets qui vous touchent. On a quand même beaucoup d'unités de méthanisation. Eh bien, très bien, merci d'avoir fait vos retours. On gardera ce sondage pour avoir une idée de qui vous êtes. Alors, je vais laisser la FNAD prendre la parole et faire s'introduire. Marie-Lou, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver également aujourd'hui et je tiens également à remercier DBS pour l'organisation de ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me signaler s'il y a des petits défauts techniques. Je me présente, Marie-Lou Poncy, je suis chargée transition écologique et climat au sein de la FNAD. Donc la FNAD, c'est la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement. C'est une fédération qui représente la filière déchets à l'échelle nationale et également le volet dépollution des sols. Donc elle couvre vraiment toute la chaîne de valeur des déchets depuis la collecte jusqu'aux différents modes de traitement des déchets, valorisation matière, valorisation organique, valorisation énergétique et également stockage. Elle regarde aussi tout ce qui est lié à la collecte des déchets. Euh, et voilà, la seule chose qu'elle ne couvre pas essentiellement, ce sont les déchets radioactifs. Donc la FNAD d'aujourd'hui, elle compte 8 syndicats voilà, qui font son dynamisme et puis qui font tous les débats qui prennent place au sein de la fédération. Alors, il y a le SNAD, donc c'est le syndicat national des activités des déchets, qui va gérer toute la collection, la convention collective, pardon. Le CIPREA, qui est le syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique. La FAMAD,
qui regroupe le syndicat des fabricants de matériel pour la gestion des déchets, donc tout ce qui va être avoir trait à la collecte et la logistique notamment. Le CIVED, qui est le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets, donc qui regroupe les industriels de la transformation des déchets dangereux. L'UPDS, qui est l'Union professionnelle de la dépollution des sites. Le SNID, qui regroupe tous les acteurs concepteurs et constructeurs des installations du déchet. Le SGDU, qui est le syndicat national de traitement et de valorisation des déchets urbains et qui regroupe donc les opérateurs de valorisation énergétique des déchets ménagers. Et enfin, le SN2E, qui est donc le syndicat des bureaux d'études en énergie et en environnement. Par ailleurs, voilà, FNAD a également des antennes au niveau régional avec 13 délégations et elle a aussi une antenne à Bruxelles sur les sujets de réglementation européenne, euh, puisqu'elle est également donc, membre de la FEAD, qui est voilà, la European Waste Management Association au niveau européen. Slide suivante. Et voilà, juste en quelques chiffres clés très rapidement. Donc aujourd'hui, la FNAD elle compte 270 entreprises privées adhérentes. Donc ça représente un chiffre d'affaires d'à peu près 11 milliards d'euros, 47 000 salariés en France et avec des investissements annuels d'environ 800 millions d'euros. Merci Marilou. Alors, moi, je vais continuer en nous introduisant, nous, un petit peu de BS. Alors, pour commencer, on est obligé de vous parler de la RED puisque nous sommes nés avec la RED. Donc, pour comprendre de BS, il faut comprendre la RED. Alors, la RED, qu'est-ce que c'est? C'est la directive sur les énergies renouvelables, en anglais Renewable Energy Directive. Cette directive, elle vise à promouvoir les énergies produites à partir d'énergies renouvelables et donc la réduction des gaz à effet de serre dans les pays de l'Union européenne, pardon. Et donc, elle fixe des exigences qui sont revues au fur et à mesure avec la RED 1, ensuite la RED 2 sous laquelle on est, et ensuite avec d'autres exigences qui arriveront avec la RED 3 au mois de mai. Donc nous, de BS, nous répondons à ces exigences-là. Nous sommes une association à but non lucratif créée en 2011 avec des experts du monde agricole et des biocarburants qui se sont associés pour créer un schéma de durabilité. Et donc, vous proposez une certification de durabilité. Aujourd'hui, on a plus de 1100 certifiés. On travaille avec 8 organismes de certification. C'est plus de 10 ans d'expérience. On travaille dans plus de 20 pays du monde entier. Et notre directive, elle couvre l'ensemble de la chaîne depuis le premier point de collecte jusqu'aux unités de transformation. Donc, la certification TPS, elle est basée sur la directive RED 2 dont je viens de vous parler. Cette certification, elle s'applique à toutes les organisations de la chaîne de production et distribution des biocarburants, bioliquides, biogaz et bioénergie dans le monde entier qui souhaitent vendre leurs produits dans l'Union européenne. Le certificat TPS, il est valable 5 ans. Il est délivré par des organismes de certification avec lesquels on travaille. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et notre certification est reconnue à l'échelle européenne et elle vous permet de commercialiser donc vos produits sur le marché comme durables. Donc, comme je vous l'expliquais, la RED, elle donne des exigences pour l'intégralité des pays de l'Union européenne. Et c'est ensuite les États membres qui transcrivent ces exigences dans leur pays afin d'atteindre les objectifs. Donc là, par exemple, l'objectif qui est d'au moins 32% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Donc là, sur la carte, vous pouvez voir où en sont chaque État membre par rapport à cet objectif. Donc, pour que vous compreniez bien, nous, d'EBS, nous répondons à la Commission européenne. La Commission européenne publie la directive à laquelle que nous traduisons en un cahier des charges auditable et applicable. Nous faisons ensuite un retour à la Commission qui ensuite nous permet d'obtenir une reconnaissance
européenne de ce cahier des charges. Donc nous, notre but, c'est de traduire ces exigences. Les États membres de l'autre côté, eux, les transposent en loi pour essayer que chaque État membre atteigne ses objectifs. Donc, pour faire clair, voici comment ça se déroule. Donc, la Commission européenne publie la directive, comme je viens de vous l'expliquer. Nous, on la traduit en des exigences auditables, en un cahier des charges, pardon, auditable. Et ensuite, nous sommes reconnus à l'échelle européenne. Une fois la reconnaissance obtenue, 2BS charge, audit, pardon, forme, pardon, excusez-moi, des organismes de certification et des auditeurs, puisque les audits sont réalisés par des tiers, puisque nous réalisons le cahier des charges, et c'est ensuite les organismes de certification qui s'occupent de vous auditer. Donc nous formons les auditeurs pour qu'ils soient ensuite capables de vous auditer. Une fois l'audit réalisé, vous obtenez le certificat 2BS. Donc la redevance va à 2BS, mais les coûts d'audit sont à l'organisme de certification. Je laisse Nicolas prendre la suite pour le côté plus technique. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ok. Merci Marine. Je vais commencer par la certification RED, la durabilité et la chaîne d'approvisionnement. On va rentrer dans le détail. La RED vise à prouver la durabilité des biocarburants et de la bioénergie produite à partir des sources renouvelables. Ces deux facteurs les plus principaux sont l'éligibilité des matières premières à faire partie de la chaîne d'approvisionnement et la réduction des gaz à effet de serre. L'éligibilité concerne vraiment s'assurer que les matières premières qu'on est en train d'utiliser pour générer cette bioénergie ou biocarburants, biocombustibles proviennent des terres durables, que la collecte de ces matières ne va pas impacter d'une manière négative le sol ou le stock de carbone dans le sol. Et concernant les déchets et résidus, qu'ils répondent bien à la directive 2008-98 concernant la définition de déchets et le respect de la hiérarchie du traitement des déchets. Donc ça, c'est concernant les matières premières utilisées. Et ensuite, il faut aussi faire le calcul GES parce qu'il faut s'assurer que si on produit un biocarburant ou une bioénergie, on est en train de vraiment émettre moins d'émissions GES par rapport à la référence fossile. Donc, il faudra faire ce calcul de GES pour ensuite comparer à l'analogue fossile. Et il y a donc un critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faudra réduire au fur et à mesure en fonction du type de combustible, on va réduire plus ou moins. Donc là, on a trois types de combustibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Les biocarburants sont des carburants liquides pour le transport. Les bioliquides sont des combustibles liquides aussi, mais utilisés à d'autres fins que le transport, comme l'électricité, le chauffage ou le refroidissement. Et les combustibles issus de la biomasse, ce sont des combustibles gazeux ou solides produits à partir de la biomasse. Donc, en fonction de quel type de combustible on est en train de produire, on aura cette formule à appliquer. On compare donc la référence fossile moins les émissions du biocombustible divisé par l'analogue fossile. Et on aura un pourcentage, et ce pourcentage, il faudra le comparer aux valeurs standards de la RED. Donc, il y a des valeurs standards fossil reference pour la production de chaleur ou froid, c'est 80 grammes de CO2 par mégajoule d'énergie. Transport use, si c'est 94 grammes de CO2. Donc, en fonction, par exemple, si on utilise un biodiesel, le diesel fossile émet 94 grammes de CO2 par mégajoule. Il faudra que ça soit au moins de 50%. Si on avait une installation qui avait démarré avant 2015, il y aura 50% des réductions. Donc, il faudra que notre biodiesel, en tenant compte de toutes les émissions pour l'extraction des matières premières, pour les transformations, le transport de toutes ces matières, de toute la chaîne, soit en somme
au moins 50%, donc 47 dans ce cas. Donc, il y a ces seuils différents pour la RAID et qui vont évoluer pour la RAID 3. Et vous pouvez trouver les détails sur la méthodologie GES en fonction du carburant que vous êtes en train de analyser. Donc, pour les combustibles issus de la biomasse, c'est l'annexe 6 de la RAID 2. Voilà. On peut avoir tous les détails sur comment faire ce calcul GES. Ensuite, la certification de base. Donc, quel est notre périmètre de certification? On est reconnu par la Commission européenne pour certifier les combustibles issus de la biomasse et la bioénergie, et les biocarburants, les bioliquides et le coprocessing. Donc, ça, c'est notre périmètre, donc à partir de biomasse agricole ou des déchets et résidus. On attend pour la reconnaissance pour le bois énergie. Donc, prochainement, nous aurons la reconnaissance pour aussi traiter les biomasses forestières qui doivent répondre à des critères en plus. Et aussi pour la mise à jour de notre documentation pour la RAID 3 ou RAID 2 révisée qui va être appliquée à partir de 2025, de 21 mai. Donc, ça, c'est pour le périmètre de certification. Maintenant, on va se lancer sur la chaîne de contrôle, le périmètre de certification par rapport aux acteurs de la chaîne. Donc, ici, j'ai un schéma très simplifié pour pouvoir démarrer cette discussion. Donc, on a un producteur des déchets. Donc, on appelle ça en RAID point d'origine où les déchets sont créés. Point d'origine va livrer à une entité qu'on appelle un premier point de collecte. Cette entité est certifiée sous le standard 1. Et cette entité ensuite va transférer ses matières premières à l'unité de transformation directement ou à travers d'autres acteurs. Et ces autres acteurs, donc après le premier point de collecte, ils vont être certifiés sous le standard 2. Ensuite, l'unité de transformation, c'est l'entité qui va produire la bioénergie ou le biocombustible. Et voilà, donc on aura ces types de biocarburants ou bioénergie. Donc, la différence entre le standard 1 et standard 2, chez 2BS, on a deux standards d'audit, c'est ces deux-là. Le standard 1, c'est l'approvisionnement en matière non certifiée. Donc, comme vous voyez, c'était noir et ça devient vert. C'est le premier point de collecte. Le rôle du premier point de collecte, c'est de s'assurer de la conformité des matières aux exigences de la RAID. L'audit pour le premier point de collecte se fait sur le biais du bureau central avec l'administration des sites logistiques. On va revenir plus tard sur ces détails-là. Et un certificat issu pour une entité légale. Ensuite, on a le standard 2 pour la transformation ou le négoce, pour l'approvisionnement en matière ou produits certifiés. Donc, c'est vert et ça sort vert aussi. Audit sur chaque site de transformation. Donc, lorsqu'il y a une transformation, et là, il faut faire attention au vocabulaire que je vais utiliser parce que la RAID a un vocabulaire qui n'est pas toujours aligné avec celle de la filière déchets. Donc, transformation pour la RAID, c'est production de produits. Production de produits, c'est un peu... Mais production de biocombustible ou production de bioénergie. Et négoce, ce n'est pas négociant, ce n'est pas d'autres, c'est un négoce pour nous, c'est une entité qui s'approvisionne en matière certifiée et qui émet des matières certifiées aussi à l'acteur en aval. Donc, pour le standard 2, concernant les sites de transformation, il faut faire bien un certificat par site et une audit sur chaque site de transformation parce que c'est l'étape la plus importante où le biocombustible ou la bioénergie va être produite. Donc, il faut s'assurer bien que tout est conforme. Avant, on a une visibilité au moins des matières premières. On peut vérifier visuellement s'il s'agit des déchets, quel type de matière. Quand on produit un biocombustible, on ne peut plus savoir. Donc, c'est prévu que pour chaque unité de transformation, il faut vérifier bien tous les processus. Donc, en termes de GES, les GES à prendre en compte, ce sont les émissions de transport entre le point d'origine et le premier point de collecte, les émissions GES de transport aussi entre le premier point de collecte et les autres acteurs,
et les émissions GES de transport, de la production de ces bioénergies ou biocombustibles et de l'utilisation de ces biocombustibles. Donc, il y a une dérogation spéciale dans la RED pour les déchets et résidus. Ils sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires. Donc, tout le traitement, donc le broyage, l'hygiénisation, le déconditionnement, c'est des étapes de traitement de ces déchets et ces dérogations concernent ces étapes aussi. Donc, pour les déchets et résidus, il y a les émissions ETD à prendre en compte. Mais s'il y a le traitement de déchets dans un premier point de collecte, il n'y aura pas des émissions à déclarer. En termes de documentation, donc la traçabilité est très importante pour la RED. Il faut s'assurer que lorsqu'on a un biocombustible, on puisse tracer si c'est les matières premières, quelle était la durabilité de chaque matière première. Donc, le producteur de déchets, donc le point d'origine, va émettre une self-declaration. Là, je parle en anglais parce qu'on va voir plus tard que c'est plus simple comme ça, mais ça va être pour la partie documentation. Donc, une self-declaration, une autodéclaration va être émise par le point d'origine pour le premier point de collecte. Le premier point de collecte va émettre une Sustainability Declaration à l'unité de transformation ou aux acteurs en aval. Cette Sustainability Declaration, c'est un document qui vise à prouver cette étape de non certifié à certifié. Donc, le rôle du premier point de collecte, c'est de s'assurer que ces matières vraiment sont durables, qu'ils répondent aux définitions des déchets et que donc ceci se fait en utilisant des audits internes, donc des audits documentaires sur cette autodéclaration, des visites sur site s'il y a des doutes. Donc ça, c'est la partie Sustainability Declaration. Ensuite, les acteurs en aval, ils ont les négociations. Il y a aussi une Sustainability Declaration qui va viser à approuver le certificat de ses fournisseurs. Et l'unité de transformation va émettre une Proof of Sustainability. Ces Proof of Sustainability, c'est la preuve que le produit qu'on a obtenu, il est durable. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle preuve de durabilité. Il y aura toutes les émissions GES et voilà, la confirmation de la conformité aux exigences de la RED. Le bilan massique, il est tenu en compte au fur et à mesure. Donc, dans le premier point de collecte, on va suivre les quantités entrantes et sortantes pour chacun des acteurs de la chaîne. Ensuite, donc, je vais vous donner un peu d'exemples pour pouvoir vous expliquer plus dans quel cas peut-être vous vous trouvez. Donc, les points d'origine, c'est où les déchets sont créés, les usines, les industries, les collectivités, déchetteries, sans traitement, producteurs des refus de tri. Le premier point de collecte, donc cette première entité qui va certifier ces matières, sont des entités collectrices des matières organiques, des entités avec des activités de traitement. Donc attention, traitement pour la RED, c'est le traitement des déchets qui n'est pas, si je comprends bien, dans la filière déchets traitement, c'est peut-être plutôt la valorisation déjà en fin de vie des déchets. Mais pour la RED, le traitement, c'est quoi la collecte et traitement? Ça peut être le broyage, la préparation de CSR, donc en combustible solide de récupération, de CSS, combustible solide de substitution, l'hygiénisation, déconditionnement, séparation ou massification. Donc tout ça, c'est des activités qui vont pas avoir une empreinte carbone parce que les déchets ont cette dérogation spéciale. Et ensuite, on a les négoces ou les entités intermédiaires. Donc, ça peut être des négoces de pellets de déchets de bois, des négoces de soupe méthanogène avec des apporteurs certifiés. Donc, toujours ce qu'on appelle négoce ou intermédiaire, c'est celui qui s'approvisionne en matière certifiée. L'unité de transformation, quant à elle, ça va être des chaufferies CSR, des sites de méthanisation, les entités productrices de biométhane ou autres
acteurs industriels comme les cimenteries ou les unités de valorisation énergétique. Donc ça, c'est pour la partie acteur. Maintenant, pour la partie matière, donc il y a 3 types de matières différentes. C'est les matières premières, les résidus primaires et les déchets résidus non primaires. Ils vont avoir des exigences différentes. Pour les matières premières, donc c'est des biomasses agricoles comme maïs, colza, tournesol, betterave, etc. Il y a la durabilité à tenir en compte. Donc les critères terre, le stock de carbone, la biodiversité, etc. La réduction des émissions des GES, comme j'ai dit, pour comparer les GES en termes d'analogues fossiles et analogues biocombustibles. Résidus primaires, ce sont des résidus issus des industries de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. Donc, ces résidus primaires vont aussi répondre à la durabilité, comme les matières premières, parce qu'ils sont en contact direct avec le sol, par exemple, ou avec voilà, les matières premières. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre et la définition de résidus. Et les déchets résidus non primaires, donc ça serait les déchets résidus industriels et les déchets ménagers et assimilés. Ils doivent répondre à la réduction d'émissions de GES et la définition des déchets et résidus. Donc on parle trop de ce définition, de ce respect de la définition. Pourquoi? C'est parce que la RED a un cadre bien défini en termes de définition pour pouvoir considérer une matière comme résidu ou comme déchet. Il faut que ça réponde à ces différentes euh, définitions. Donc, on va lire le résidu. C'est un mot que peut-être pour la filière déchets, ça vous parle pas trop, mais donc c'est bien défini dans la RED. C'est une substance qui ne constitue pas le produit final qu'un processus de production tend directement à obtenir. Il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production, et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir. Donc, pour comprendre euh, ce type de matière, on peut imaginer quelqu'un qui fait une chaise avec du bois. Pour faire la chaise, on va enlever quelques parties du bois. On veut faire une chaise, donc c'est notre produit. Les résidus vont être, disons, ces chutes de scierie. Et donc, on ne vise pas à les produire. On n'a pas modifié notre design de chaise pour produire plus. Donc, c'est comme ça. Il y a un arbre de décision qu'on va voir ensuite pour pouvoir déterminer si une matière première, si une matière est un résidu ou pas. Les résidus primaires sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture et n'incluent pas les résidus issus des industries connexes ou de la transformation. Les déchets, quant à eux, je crois que vous connaissez bien cette définition, c'est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Mais la RED ajoute une phrase en plus à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition. Donc, ce point-là, il doit être respecté pour classifier une matière en termes de déchets. Biodéchets, c'est les déchets biodégradables du jardin, du parc, des déchets alimentaires, de la cuisine, des ménages, des restaurants, etc. Et ces 2 points sont à tenir en tête lors de la certification. Donc, la hiérarchie du traitement des déchets détaillée dans la directive 2008-98 doit être respectée. Et les déchets ne doivent pas avoir été délibérément modifiés ou contaminés pour répondre à la définition de déchets. Donc, il faut bien respecter cette pyramide qu'on est en train de vraiment prévenir, assurer le réemploi, le recyclage avant de le valoriser en énergie. Et pourquoi il faut vérifier ces différentes définitions et conformités? C'est parce que, comme je vous ai dit, les déchets résiduels ont cette dérogation spéciale en termes de GES, ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie. Donc, c'est des matières qui sont très intéressantes en termes de GES pour la production d'énergie. Donc, il faut s'assurer vraiment qu'ils respectent ces définitions pour ne pas, voilà, pour ne pas brûler des choses qui pourraient être recyclées, par exemple. Oui. Pour l'arbre de décision, pour les résidus, comme je vous avais dit, ces résidus concernent peut-être
plus communément la filière de méthanisation des denrées alimentaires quand il y a un résidu qu'on doit vérifier s'il s'agit d'un coproduit ou d'un résidu. Donc la question qu'il faut se poser quand il y a cette ambiguïté, c'est est-ce que le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation légale de se défaire? Oui, c'est un déchet, il n'y a plus de questions. Si la réponse est non, il y a ces 4 autres questions qui nous aideront à dire si c'est un coproduit ou un produit ou un résidu. Si au moins d'une de ces 4 affirmations est non, c'est un résidu. Donc, la première question, on peut aller rapidement sur ces 4 points. C'est l'utilisation ultérieure de cette substance est certaine, autre que des applications énergétiques, parce qu'on est en train de parler voilà, de la RED. Donc, l'utilisation ultérieure est certaine, par exemple, sur le marché des aliments pour les animaux. Donc, si c'est une matière qui a cette possibilité d'aller dans le marché de l'alimentaire, bah, ça va être oui. Mais si, par exemple, à côté de cette unité, pour des raisons d'isolement géographique, etc., il n'y a pas ce marché d'aliments pour animaux, bah, la réponse serait non. Donc, c'est à l'opérateur économique de bien vérifier ces définitions et ces points. La substance ou la matière peut être utilisée directement sans traitement supplémentaire, autre que les pratiques industrielles courantes, de réutilisation et recyclage. Le troisième, la substance ou la matière est produite en faisant partie intégrante d'un processus de production. Donc, ce résidu est vraiment issu du processus de production. Donc, de cette chaise qu'on est en train de faire, c'est juste une matière qui est résiduelle. Et 4, l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes en termes de protection de l'environnement, etc. Donc, si une de ces 4 questions est non, c'est un résidu. Si c'est tous oui, c'est un produit ou un gros produit. De cette manière, vous pourrez avoir ça. Donc, pourquoi c'est important de faire ça? Parce que cette dérogation est très intéressant en termes de GES, donc il faut bien vérifier qu'il s'agit des résidus. Donc, en fonction, pour la certification et les critères qu'on va vérifier, on va prendre le cas de biomasse agricole. Il y a une coopérative qui collecte ces matières premières. Il y a des silos, des sites logistiques. Le standard 1, comme j'ai dit, donc c'est approvisionnement en matière non certifiée. L'audit du bureau central en cas d'audit de groupe. Donc, ce certificat va couvrir l'ensemble des sites logistiques de cette entité légale, un certificat par entité légale, et l'autodéclaration du fournisseur est récupérée. Donc, ensuite, les matières vont être expédiées comme durables. Les principes qui vont être vérifiés lors de l'audit va être le système de qualité, le bilan massique, les GES, la biodiversité, le stock de carbone et les zones humides ou les tourbières par exemple aussi. Et on a 3 principes optionnels, donc c'est recommandé. Les pratiques environnementales, la protection du sol, de l'eau et de l'air et la durabilité sociale. Pour les résidus primaires, comme je vous avais dit avant, aussi la durabilité est vérifiée, donc tous ces principes s'appliquent. Par contre, pour les déchets, il y a seulement ces 3 qui vont être appliqués, donc le système donc qui a bien des procédures pour suivre les lots, on vérifie bien la conformité des matières en termes des exigences RED, le bilan massique et les GES. Donc, dans ces cas-là, pour un premier point de collecte dans la filière déchets, ça serait des sites de regroupement, etc., qui vont être couverts par cette certification standard 1. L'audit se fera voilà, avec un échantillonnage de la racine carrée des sites logistiques, à auditer sur site pour les déchets résidus. Donc, on va auditer le site du bureau central et on partira avec un échantillonnage des sites logistiques.
L'échantillon doit être choisi entre 75 à 75% sur la base d'analyse des risques et 25% au hasard. Et on va vérifier que le premier point de collecte a bien les systèmes de qualité uniformes partout, qu'on est en train de tracer bien les entrants et les sortants. Voilà. Pour le standard 2, pour les sites de transformation, l'approvisionnement, donc comme je vous ai dit, le standard 2, c'est quand ça entre vert et ça sort vert. La certification est par site et l'audit est aussi sur chaque site. Donc même s'il y a une entité légale qui a plusieurs usines et plusieurs types de méthanisation, la certification se fait par site. Donc il y aura 3 certifications dans ce cas-là. Et si il s'agit des déchets et résidus, il y aura, pour le standard 2, il y a ces trois principes aussi qui vont être vérifiés. Pour parler des prestataires et ces interfaces intermédiaires entre les acteurs, donc le premier point de collecte, il a des sites logistiques qui sont couverts par son certificat, mais s'il y a des étapes de transport ou par exemple un courtier qui met en relation d'où est le point d'origine pour pouvoir acheminer ces matières, il peut être aussi couvert par la certification comme prestataire de service. Et donc, c'est la responsabilité du premier point de collecte de s'assurer que tout se passe bien dans les sites de logistique, mais aussi dans le prestataire de service, que toutes ces activités sont contrôlées lors des audits internes que le premier point de collecte va faire pour pouvoir revendiquer de la durabilité pour ces produits sortants. Pour l'unité de transformation aussi, s'il y a des étapes de transport qui sont couvertes par un prestataire de service, ils peuvent être aussi couverts par le certificat. Donc ça, c'est en termes de chaîne d'approvisionnement. On va avoir un exemple plus en détail pour la méthanisation, par exemple. S'il y a un producteur de déchets, un premier point de collecte, il est certifié standard 1, une unité de méthanisation, c'est standard 2, et il y a un intermédiaire, donc standard 2. Ça se passe bien, c'est clair, on a déjà vu cet exemple, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il n'y a pas de intermédiaire entre le point d'origine et l'unité de méthanisation? Donc, il y a premier point de collecte qui disparaît. Ce il faut faire, c'est que le méthaniseur prenne ce rôle de premier point de collecte. Donc, il va être certifié sous le standard 1 et standard 2 parce qu'il s'approvisionne directement auprès du producteur de déchets ou de matières. S'il y a les deux cas, donc pour un intrant, on va s'approvisionner auprès d'un premier point de collecte déjà certifié, donc ça sera standard 2. Mais si pour un autre intrant, il y a un approvisionnement direct, là, dans ce cas-là, de toute façon, il y aura un standard 1 et standard 2 à appliquer pour le méthaniseur. J'espère que c'est clair. Déjà, pour voir plus en détail les acteurs de la méthanisation, donc le point d'origine peut être l'agriculture, les restaurants, l'industrie, les commerces, les steppes, les villes et collectivités. Ils produisent ces déchets qui sont non certifiés. S'il y a des intermédiaires entre le méthaniseur et le point d'origine qui prennent responsabilité ou propriété de ces matières, ils doivent être certifiés comme premier point de collecte, comme la collecte des déchets organiques. Hygiénisation hors site, par exemple, si l'hygiénisation pour ces matières est réalisée pas sur le site de la méthanisation, ou le déconditionnement hors site, donc ils devront se faire certifier. Pour le TMB, les traitements mécanobiologiques et le tri-méthanisation, le cas particulier des villes et collectivités qui livrent les ordures ménagères résiduelles pour faire un tri mécanobiologique et faire une partie organique, ils vont être certifiés comme standard 1 et standard 2 parce que donc ils s'approvisionnent directement auprès des points d'origine. Il y aura le standard 2 et le standard 1 pour les méthaniseurs, le cas échéant, si ils ont des fournisseurs directs en termes de points d'origine. En termes de documentation, donc ces points d'origine, ils devront fournir une autodéclaration et ces premiers points de collecte devront fournir une Sustainability Declaration.
Pour les particuliers et les ménages, nous, on est clair, on ne va pas aller chez les particuliers, par exemple, si dans une déchetterie, il y a des gens qui livrent ces déchets en voiture, un lit, on ne va pas demander aux particuliers de signer une autodéclaration. Ce cas spécial des particuliers et ménages, le point d'origine est considéré l'entité privée ou voilà, l'entité qui prenne la première interface après ces particuliers et déchets. Donc la ville, les collectivités ou les éco-organismes de collecte des déchets. Donc ça, c'est pour ça. Et le bilan massique est réalisé en prenant en compte la durabilité des intrants. Donc fournisseur certifié ou pas. Donc la biomasse est durable, mais si elle n'est pas certifiée, si par exemple le méthaniseur reçoit des lots d'un acteur de collecte de déchets organiques qui n'est pas certifié, on ne peut pas assurer que la hiérarchie de déchets, qu'il s'agit bien de déchets, qu'il n'y a pas des mélanges, etc. Donc, ces intrants devront être pris par le méthaniseur comme non durables parce qu'on ne peut pas prouver qu'ils sont durables. Donc, ça va être des intrants non durables. Voilà. Donc, ce bilan massique pour les méthaniseurs, c'est comme ça. Et pour les intermédiaires, euh, le bilan massique est par tonne de déchets organiques. Donc, ça ne change pas. En termes de production d'électricité et chaleur froid, donc la biomasse est définie par la RED comme la fraction biodégradable des produits, mais aussi la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique. Donc, quand on incinère, quand on utilise ces déchets pour produire de l'énergie comme l'électricité ou la chaleur, il y a un pourcentage qui est biogénique, donc il y a un pourcentage de cette énergie qui est renouvelable, qui peut être revendiqué comme voilà, durable. Donc, les analyses des sols, les analyses de radiocarbone C14 peuvent être utilisées. Donc, c'est cette analyse qui permet de comptabiliser combien de carbone biogénique est présent. Mais dans le cas, par exemple, des déchets ménagers, quand il y a beaucoup de variabilité de composition, si on a mangé plus de fruits aujourd'hui et demain, non, les déchets ménagers vont varier en termes de pourcentage de biogénique. Il y a des valeurs par défaut qui peuvent être utilisées par des sources reconnues comme l'ADEME. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Pour les autres cas, il faut vérifier le contenu de matière biogénique. Donc, il faut bien s'assurer que lors de l'incinération des déchets et revendication de l'énergie renouvelable, il faut bien respecter la hiérarchie, la collecte séparée, la hiérarchie de traitement des déchets de la directive 2008-98. Et aussi la question de savoir si une matière première doit être considérée comme un déchet ou un résidu est tranchée au point d'origine. Donc, l'auditeur va voir de quelle façon le premier pot de collecte s'est assuré que ces matières sont déchets et ce sont des résidus dans le cas, voilà. Pour les unités de valorisation énergétique et UVE, donc on a les points d'origine des villes et collectivités avec les ordures ménagères résiduelles, les centres de tri, déchetterie et TMB. Ça, c'est très important. C'est les points d'origine du refus de tri. Donc les activités de tri et tout ça, c'est le but principal, c'est de recycler, réutiliser les matériaux. Lors de ce tri, il y a un refus de tri donc, ces centres de tri, déchetterie TMB, sont considérés comme les producteurs de ces déchets, le refus de tri. Donc, lui, il va émettre une autodéclaration au premier point de collecte. Les DASRI, donc les déchets issus des hôpitaux, les industries, les steppes, les déchets bois. Donc, s'il y a des intermédiaires, comme j'ai dit, ils vont être certifiés comme premier point de collecte. S'il y a un broyage hors site du premier point de collecte ou du point d'origine, s'il y a un séchage des boues, par exemple, ce qui n'est pas fait dans le point d'origine ni dans l'acteur en aval, la désinfection, neutralisation, par exemple, hors site de point d'origine au premier point de collecte. Et ensuite, on a la production, le producteur de l'énergie, donc qui est certifié standard 2 ou standard 1 s'il s'approvisionne directement auprès des points d'origine. Concernant les autres acteurs comme les cimenteries ou les chaufferies CSR,
Ces acteurs qui vont préparer les déchets CSR, combustible solide de récupération et combustible solide de substitution, ils vont être premier point de collecte, donc ils doivent récupérer les informations sur les points d'origine et s'assurer que, voilà, que tout est conforme et émettre une Sustainability Declaration à la cimenterie. Pour le cas spécial des gaz de décharge ou les bouts des steppes, ce gaz se forme par la dégradation de la partie biodégradable des déchets. Donc, il est renouvelable par défaut. La RED, dans l'article 2, définit l'énergie de renouvelable comme l'énergie éolienne, solaire et le gaz des décharges et le gaz des stations d'épuration de eau usée. Donc, c'est un matériau, une substance qui est durable et le point d'origine est ce ISDND, donc les installations de stockage de déchets non dangereux ou les stations de traitement des eaux polluées ou usées. Donc, s'il y a un intermédiaire qui collecte ce gaz, il va être premier point de collecte. S'il y a un site de transformation qui épure ce gaz en biométhane, il sera aussi un transformateur, donc standard 2, standard 1, le cas échéant, s'il passe directement auprès du point d'origine. Et le producteur d'énergie, c'est pareil. Donc, standard 1, standard 2, Self-Declaration and Durability Declaration à émettre. Dans le cas où l'ISDND, donc ce site de stockage, fait lui-même cette production de biométhane ou a un prestataire qui produit ce biométhane ou qui génère de l'électricité ou de la chaleur, il va être considéré comme un point d'origine et un site de transformation. Donc, c'est les standards qui s'appliquent dans ce cas-là. Il est standard 2 uniquement. Et l'énergie produite ou le biocombustible issu de la biomasse qui va être produit va devoir avoir une proof of sustainability. Dans le cas où c'est un autre acteur qui prend le relais pour la collecte et du coup l'épuration au biométhane ou la production d'énergie et qui n'est pas la même entité ou n'est pas couvert par les activités de ces sites, ces deux sites vont être le point d'origine. Ils ne vont pas être concernés par la certification, mais ces acteurs, ils vont être obligés à être certifiés sous le standard 1 et standard 2. Donc ça, c'est le cas spécifique pour ce gaz de décharge ou des bouts des steppes. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, standard 1, c'est quand les matières ne sont pas certifiées et ils sont certifiés en sortant. Standard 2, c'est si on s'approvisionne déjà en matières certifiées et on retransmet à l'acteur en aval des matières certifiées. Donc, comme on a dit, audit sur le bio central, sur le site de transformation pour le standard 2, certification par le bureau central, certification par site, bilan massique en tonnes de déchets pour la chaîne d'approvisionnement. Ça va être aussi le bilan massique en tonnes pour les intermédiaires, mais les producteurs de produits, bon, c'est redondant, des combustibles ou d'énergie, ils doivent vérifier. Donc, le bilan massique va prendre en compte ce pourcentage biogénique, parce que c'est eux qui vont mesurer la teneur en carbone biogénique. Donc, les activités liées au premier point de collecte, pour rappel, c'est la collecte et le traitement. Donc, broyage, préparation des déchets, hygiénisation, déconditionnement, tri, massification. Activités liées aux négoces et transformateurs, c'est donc l'approvisionnement déjà en matière certifiée et la vente des produits certifiés ou la production de produits certifiés, donc bioénergie, biocarburant, bioliquide, biocombustible, combustible issu de la biomasse. Donc, ça. Et en fonction de la chaîne d'approvisionnement, certains sites de traitement peuvent être des sites intermédiaires entre le premier point de collecte et le transformateur, donc la dernière interface. Ils deviennent donc négoces à certifier. Donc, s'il y a un premier point de collecte et ensuite il y a un autre site de traitement, de déconditionnement en aval, il va être certifié sous le standard 2, comme négoce. Mais rappelez-vous que c'est un mot différent pour nous. Négoce, c'est juste approvisionnement en matière certifiée et sortant certifié aussi. Maintenant, je passe la parole à Marie-Lou pour parler des opérateurs concernés par la certification. Donc, je arrête le partage d'écran.
Très bien. Pardon. Si vous voyez bien l'écran. Oui. Parfait. Du coup, moi, je vais revenir un peu sur plutôt les principes qui font qu'aujourd'hui une installation est soumise ou non à la RED 2. On abordera aussi succinctement la RED 3. Donc, comme ce qui a déjà été évoqué hein, sous RED 2, il y a trois grands critères à considérer pour savoir si la bioénergie qui va être produite à partir de combustibles issus de la biomasse est durable. En premier lieu, c'est le critère de durabilité amont. Donc, comme ce qui a été déjà évoqué, ce critère, il est lié finalement à savoir s'il y a un impact limité sur l'environnement. Ça va être plutôt lié à des activités primaires, hein. Donc, la culture, l'aquaculture, la pêche, la sylviculture. Donc à savoir si finalement ces activités, quel est leur impact sur l'environnement, s'il y a un impact limité voilà, sur les terres avec un stock de carbone important par rapport à la biodiversité et l'usage des terres de manière générale. Mais il faut savoir que bon, si les déchets sont issus de ces activités, naturellement, ils vont être soumis à ce critère de durabilité amont. En revanche, si ces déchets ne proviennent pas de ces activités de pêche, de sylviculture, d'agriculture et d'aquaculture, et bien dans ce cas, ils n'ont pas à respecter ce critère de durabilité amont. Mais par ailleurs, ils peuvent quand même être soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le critère d'efficacité énergétique qu'on verra un peu plus loin. Je me permets de faire un zoom en particulier sur le cas des déchets ménagers et assimilés solides. Dans la directive, on parle plutôt de déchets solides municipaux. Et ces déchets ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité, de chauffage ou de froid. Tel que ça a été transposé au niveau du droit français, on parlera plutôt donc de déchets ménagers et assimilés solides, et qui se conforment à la définition de l'article R 2224-23 du Code général des collectivités territoriales. Et en particulier, il faut entendre par assimilés les déchets qui vont être similaires aux déchets ménagers et qui vont être collectés par le service public. Et donc, ces déchets-là, précisément en France, ne sont pas donc soumis ni aux critères de durabilité amont s'ils ne sont pas issus des activités déjà évoquées, aquaculture, pêche, sylviculture, etc. Et par ailleurs ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un deuxième critère important, finalement, pour savoir, c'est le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur ce critère, on va regarder finalement les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie de la bioénergie produite. Et on va comparer ces émissions sur l'ensemble de ce cycle de vie par rapport à des valeurs d'émissions de combustibles fossiles de référence. Donc après, ça va dépendre en particulier de l'extrait énergétique, à savoir est-ce qu'on est sur de la chaleur, est-ce qu'on est sur plutôt de l'électricité. Donc aujourd'hui, ce qui s'applique pour la production de chaleur, froid, électricité, c'est une réduction hein, par rapport aux valeurs d'émissions de référence fossiles de 70% si les installations ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, et de 80% si les installations ont été mises en service après le 1er janvier 2026. Donc je reviendrai un peu plus tard sur la notion de date de mise en service, mais c'est important, c'est une date qui est fixe et qui fait référence en fait aujourd'hui, en tout cas dans le cas de RED 2, on va voir que ça évolue un peu ensuite avec la directive RED 3. Donc ici, vous avez en dessous deux graphiques qui illustrent un peu mes propos. À gauche, on est dans le cadre de l'usage chaleur.
Donc, on a un combustible de référence qui a une émission de 80 grammes de CO2 équivalent par mégajoule. Donc, l'objectif, ça va être d'évaluer par rapport à ce facteur d'émission, finalement, si on respectait bien la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui doit être donc de 70%. Ça veut dire que par unité énergétique en mégajoules, on ne doit pas émettre plus de 24 grammes de CO2 équivalent par mégajoule pour les installations mises en service donc entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025. Et pour les installations qui ont été mises en service après le 1er janvier 2026, eh bien, il faut respecter, on est encore un peu en dessous, pas plus de 16 grammes de CO2 équivalent par mégajoule, soit 80% de réduction par rapport à la valeur d'émission. Sur le graphique de droite, on retrouve ce même principe, mais cette fois-ci pour l'électricité. Donc avec effectivement une valeur de référence qui diffère par rapport à l'usage chaleur et qui est de se fixer dans la directive à 183 grammes de CO2 équivalent par mégajoule. Je vous informe aussi, c'est pas dans ces slides, mais qu'il y a aussi une valeur de référence pour les régions ultra-périphériques, qui est, elle, fixée pour l'électricité à 212 grammes de CO2 équivalent par mégajoule. Et par ailleurs, vous avez aussi une valeur pour cette fois-ci plutôt l'usage transport, qui est fixée à 94 grammes de CO2 équivalent par mégajoule. Donc cette aide de mise en service, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre en fait de déterminer, à savoir si votre installation est ou non finalement soumise au respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc à quoi elle correspond cette date? Eh bien, finalement, c'est la date à partir de laquelle il y a une production physique de biogaz, de chaleur, de froid, d'électricité, à partir des combustibles issus de la biomasse. Et par production physique, ça couvre à la fois l'autoconsommation et également l'export de l'énergie qui va être distribuée au niveau des réseaux électriques ou gaziers. Un point également important à noter, donc si vous avez, voilà, ça va être cette date de mise en service, elle est fixe, elle fait vraiment référence, c'est-à-dire que, et elle est prépondérante, c'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre si votre installation a été mise en service avant le 1er janvier 2021. Et par ailleurs, même si, par exemple, dans le temps, votre installation évolue, vous installez par exemple d'autres moteurs qui font que vous dépassez un certain seuil de puissance thermique nominale qui vous rend normalement soumis à l'obligation du respect de ce critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est la date de mise en service qui prévaut. Même si vous dépassez par la suite ce seuil, je vais prendre un exemple. Votre installation, voilà, elle produit de la bioénergie à partir de combustibles solides issus de la biomasse. Donc, il y a un seuil de puissance thermique nominale de 20 MW qui s'applique. On le reverra par la suite. Elle a, par ailleurs, votre installation a été mise en service avant le 1er janvier 2021. Et mettons qu'elle ait été mise en service avant le 1er janvier 2021 avec une puissance de 17 MW. Donc là, non seulement vous êtes en dessous du seuil pour lequel vous avez à respecter le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre, du seuil de puissance, mais par ailleurs, votre installation voilà, a été mise en service avant le 1er janvier 2021, donc elle est exemptée sur tous les points. Mais par la suite, lors de son évolution, elle augmente ses capacités. Il y a une installation, par exemple, d'un nouveau moteur de combustion qui fait que vous dépassez la puissance thermique nominale de 20 MW. Eh bien, compte tenu de la date de mise en service, qui est antérieure au 1er janvier 2021, vous restez exempté même si vous dépassez le seuil de puissance thermique nominale par ailleurs. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et là, je rappelle que c'est vraiment dans le cadre de la directive RED 2 et pas de RED 3, parce que RED 3, on verra que ça change pas mal la donne.
Donc ici, vous avez typiquement ce qui change avec RED 3. Eh bien, ce qui va changer, c'est que la date de mise en service ne va plus être un critère, un paramètre sur lequel vous pouvez vous appuyer pour dire mon installation est soumise aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou ne l'est pas. Quelle que soit finalement la date de mise en service de l'installation, elle sera soumise aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous ai mis ici un exemple qui se rapporte à la bioénergie produite à partir de combustibles gazeux issus de la biomasse. Donc, je n'ai pas mis d'exemple pour les solides, mais on est sur le même principe. Donc, typiquement, dans ce cas-là, lorsque la date de mise en service est entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, eh bien, vous avez finalement une réduction de gaz à effet de serre qui va être applicable soit de 70% sur 15 ans après donc la date de mise en service. Et ce critère de réduction va augmenter à 80% après finalement la date de mise en service plus 15 ans. 70% sur 15 ans et puis ensuite 80% de réduction à respecter par rapport aux valeurs d'émissions de référence fossiles. Et puis on voit dans le second cas que finalement la date de mise en service ne prévaut plus, c'est-à-dire que même les installations qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, eh bien, elles sont aussi soumises aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, selon des modalités assez précises, à savoir ici donc 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre 15 ans après la date de mise en service et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026. Donc, par exemple, une installation qui a été mise en service au 1er janvier 2000, eh bien, elle devra appliquer respecter le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% de réduction de gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2026. Par contre, une installation qui aura été mise en service au 1er janvier 2019, eh bien, elle aura respecté ce critère de réduction de 80% en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles de référence à partir, cette fois-ci, du 1er janvier 2034. Donc, soit 15 ans en fait après sa date de mise en service. Autre critère important qui s'applique toujours eu égard aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la puissance thermique nominale. C'est aussi un paramètre qui va vous permettre de savoir si oui ou non votre installation est soumise. Donc déjà, juste pour redire à quoi correspond la puissance thermique nominale, eh bien, c'est la somme des puissances thermiques de toutes les unités techniques dans lesquels des combustibles, des carburants issus de la biomasse ou des bioliquides vont être utilisés. Donc, c'est finalement une quantité d'énergie entrante par unité de temps. Et c'est une donnée que vous pouvez trouver, soit une donnée que vous avez par le biais de votre constructeur, soit c'est une donnée qui peut être aussi calculée à partir des données techniques de votre installation. Donc, par exemple, vous pouvez, pour la calculer, vous reposer sur la puissance totale en sortie et par le biais du rendement global déterminer finalement la puissance entrante parce qu'on est vraiment sur l'entrant, ce qu'on voit entourer ici en rose. Mais vous pouvez aussi vous appuyer, par exemple, dans le cas présent, dans l'exemple présent, il y a donc une unité en cogénération qui produit à la fois l'électricité et chaleur. Vous pouvez aussi vous baser seulement sur le flux en sortant d'électricité et via le rendement, retrouver finalement la puissance entrante. Donc, comme évoqué, la puissance thermique nominale, elle va déterminer si votre installation, elle est soumise ou non aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la directive RED 2, si vous produisez de l'électricité, de la chaleur, du froid
à partir de biomasse solide, de combustible issu de la biomasse solide, on est sur une puissance qui s'applique de 20 mégawatts. Si vous êtes en dessous, vous êtes exempté du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si vous êtes au-dessus, par contre, vous y êtes soumis. De la même manière pour les combustibles gazeux issus de la biomasse, si votre installation qui va produire du biogaz et derrière de l'électricité et de la chaleur est en dessous de 2 mégawatts, vous n'êtes pas soumis. Par contre, si elle est au-dessus, vous serez soumis à ce critère précisément. Et enfin, sur le biométhane, on est sur une capacité de production inférieure à 19,5 gigawattheures PCS par an. Si vous êtes en dessous de cette production, eh bien, votre installation, elle est exemptée du respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, si elle est au-dessus, vous serez soumise à ce critère. Savoir que RED 3 change également la donne, hein, puisque pour les combustibles solides issus de la biomasse, on passe d'un seuil de 20 mégawatts à un seuil 7,5 mégawatts, donc fortement abaissé. Et je pense en particulier notamment pour les chaufferies CSR et également les UV. Voilà, je me permets également une petite information, une petite précision sur la production de biométhane, hein. Finalement, ça correspond à un débit, hein, qui est de 200 mètres cubes par heure d'équivalent méthane. Il va être mesuré à 0 degré Celsius et à un bar de pression atmosphérique. Et dans l'arrêté tel que c'est spécifié dans la transposition française, hein, on est vraiment sur cette capacité de production de 19,5 gigawattheures par an PCS. En dernier lieu, on a le critère d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est un critère qui est un peu à part et qui vise aussi à répondre à la directive 2012-27, qui est la directive relative à l'efficacité énergétique, directive européenne. Donc sur ce critère-là, c'est applicable uniquement à la production d'électricité. Donc déjà, si l'installation ne produit pas d'électricité, vous n'y êtes pas soumis. Par ailleurs, il y a également, de la même manière que pour le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une date de mise en service qui va s'appliquer. Typiquement, si l'installation a été mise en service avant le 25 décembre 2021, elle n'est pas soumise donc aux critères d'efficacité énergétique. De la même manière, si sa puissance thermique nominale, au sens de la définition évoquée auparavant, est inférieure à 50 mégawatts, vous n'êtes pas non plus soumis à ce critère. Et enfin, pour une production un peu spécifique qui serait issue du captage, du stockage du CO2 issu de la biomasse, du CO2 biogénique, naturellement, l'électricité produite est d'office considérée comme durable et comme répondant à ce critère d'efficacité énergétique. Et donc, juste pour information, je vous ai remis ici l'article qui vous précise toutes ces exemptions, qui est l'article L281-11 du Code de l'énergie en droit français. Par contre, si vous n'êtes pas exempté sur ce critère d'efficacité énergétique, il y a un certain nombre de points à respecter et ça va dépendre à la fois surtout de votre puissance thermique nominale. Donc déjà, il faut que votre installation ait été mise en service après le 25 décembre 2021. Dans ce cas-là, elle va être soumise aux critères d'efficacité énergétique. Par ailleurs, si la puissance thermique nominale de l'installation, elle est entre 50 MW et 100 MW, donc il y a plusieurs critères qui sont à respecter. Et ça va dépendre si votre installation est en cogénération ou en électricité seule. Donc si c'est de la cogénération, il faut mettre en place, il faut que ce soit une technologie de cogénération haut rendement. Donc par technologie de cogénération haut rendement, hein, ça doit répondre finalement à l'article 2.34 exactement de la directive 2012-27 qui est relative à l'efficacité énergétique. Et dans cette directive, il y a l'annexe 2 qui précise exactement
les modalités pour considérer qu'on est dans de la cogénération à haut rendement. Par ailleurs, si vous produisez de l'électricité seul, voilà, il y a un certain nombre de points à respecter. Déjà, un niveau d'efficacité énergétique qui doit être associé aux meilleures techniques disponibles et ça se rapporte à la directive, voilà, pour les grandes installations de combustion. Également, il ne faut pas que le combustible entrant voilà, soit fossile et soit le combustible principal. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait un potentiel rentable pour l'utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement. Donc voilà, le point important, voilà, la directive RED 2 privilégie vraiment la cogénération au rendement. Par ailleurs, si vous avez une puissance thermique nominale qui cette fois-ci est au-dessus de 100 MW, donc les paramètres à respecter sont assez similaires à ceux évoqués précédemment, mais il y a également le rendement électrique net qui doit être d'au moins 36%. Et de la même manière, le combustible principal ne doit pas être fossile et il ne doit pas exister un potentiel rentable qui normalement pourrait amener l'installation à plutôt privilégier la cogénération au rendement. Je vais peut-être laisser Marine reprendre la main. Je reprends la main. Toujours pour mieux vous connaître et je vous invite à jouer le jeu, à scanner le QR code. Ça va vous permettre de savoir, donc de vous positionner et de nous dire quelle entité vous êtes et surtout jouer le jeu, puisqu'après Nicolas va vous présenter la documentation et savoir dans quel cas de figure vous vous retrouvez. Je vous invite à scanner le petit QR code ou alors à joindre sur Slido avec le numéro comme tout à l'heure. Donc c'est majoritairement sous standard 01 et 02. Parce qu'il y avait aussi pas mal de méthaniseurs, donc j'imagine que Mm. oui, c'est standard 0. Et de- Très bien. Il y a quelques points d'origine très intéressants. Ouais. Mhm. Un collecte Mhm. aussi. Eh ben Nicolas, je te laisse présenter Merci. le OK. reste. Mhm. Donc, traçabilité et documentation. Donc, maintenant que vous avez compris dans quel cas de figure vous vous situez, euh, on va parler. Donc, on se souvient que le producteur de déchets fait une autodéclaration. Le premier point de collecte fait une Sustainability Declaration et la dernière interface fait une Proof of Sustainability. C'est quoi ces documents? Ces documents, donc l'autodéclaration est une attestation sur l'honneur, sur la durabilité des matières. Donc, il faut qu'il figure dans ce document le type des déchets, le tonnage par an, le pays d'origine, l'attestation du respect de la hiérarchie du traitement des déchets et la non-modification délibérée. Donc, c'est un document qui peut être un document à part entière, mais pour la filière déchets, lors de notre travail avec la FNAD, les auditeurs vont pouvoir accepter la documentation déjà présente dans la filière, donc peut-être les fiches d'informations préalables, des contrats, des gestions des déchets, etc. Si toutes ces informations y figurent, donc, s'il y a quelques mentions qui ne sont pas là, il faudra modifier pour que ça puisse être considéré comme une autodéclaration. Les déclarations de durabilité, donc, c'est l'attestation émise par le premier point de collecte sur la conformité des matières reçues du point d'origine. Donc, il va auditer toutes ces autodéclarations et en plus, s'il y a besoin, les points d'origine sur site pour émettre ces déclarations de durabilité, documents issus pour chaque lot ou flux expédié. Donc là, j'ai vu une question dans la section questions-réponses sur la définition du lot. Donc, c'est une quantité de matière qui a été émise, donc qui va être accompagnée par cette déclaration de durabilité. Donc, si le maximum qui est possible pour ces flux de matière, pour les déchets et résidus, c'est des 3 mois. Donc, un bilan massique de 3 mois. Un lot peut être considéré 3 mois
Le biogaz qu'on a injecté, c'est 3 mois. C'est ça notre lot. Mais si c'est plus facile de le faire par mois, c'est aussi flexible, mais c'est maximum 3 mois. Donc c'est ça la définition de ce que c'est un lot, un flux. Bon, on ne parle plus de flux, mais il faut de toute façon définir cette quantité fixe pour laquelle le premier point de collecte va pouvoir déclarer la durabilité de ces matières. Les GES, donc, y figurent la quantité et le type de déchets aussi, le pays d'origine, le numéro de certificat, parce que là, donc, le premier point de collecte, c'est la première entité qui va être certifiée. La preuve de durabilité, c'est donc la dernière interface qui va l'émettre. C'est une preuve qui atteste la durabilité et le respect des exigences de la RED concernant le biocarburant, la bioénergie produite dans l'électricité, chaleur, dans le cas des unités de valorisation énergétique ou les cimenteries. C'est un document issu pour chaque lot ou flux expédié de la même façon. Donc, l'opérateur économique définit ce que c'est un lot pour lequel il va émettre cette preuve de durabilité. Le calcul final GES dans les unités grammes de CO2 équivalent par mégajoule doit être effectué par cette dernière interface en tenant compte de tous les données des GES qu'il a récupérées de toute la chaîne d'approvisionnement. C'est pour ça que ces documents servent à transmettre ces GES, cette durabilité, pour que la dernière interface puisse faire le calcul et voir combien d'émissions de GES il a ce produit, cette électricité ou ce biométhane. Donc, il y a le type de produit ou matière, le pays d'origine et aussi le numéro de certificat, entre autres. Donc là, je vais passer la main à Marie-Lou. Elle va parler de l'adaptation de la documentation. Comme j'ai dit, les autodéclarations peuvent être remplacées par des autres documents qui sont déjà présents si toutes les informations sont transmises. Donc là, j'arrête le partage. Oui, c'est bon. Excusez-moi, un petit temps de technique. Donc rapidement, est-ce que c'est bon, l'écran est bien partagé? Oui. Oui, merci. Donc sur la documentation et l'approbation de la traçabilité RED, donc ça a été déjà à peu près pas mal évoqué hein, par Nicolas. Donc pour faire un bref rappel, on a d'une part la documentation qui vraiment s'inscrit dans le cadre des exigences de la directive RED et qui est exigée aussi dans le cadre voilà, du cahier des charges du schéma volontaire, donc DBS. On a en premier lieu le point d'origine, donc la collectivité, les centres de tri, par exemple, dans le cadre des refus de tri. Ça peut être aussi voilà, des restaurateurs, certaines industries voilà, qui doivent faire, eux, une autodéclaration et qui doivent derrière la transmettre au premier point de collecte. Après, dans la chaîne, je dirais, intermédiaire, donc à partir du premier point de collecte et tout ce qui est intermédiaire, et comme ce qui avait été évoqué, hein, le terme négoce, eh bien, ces acteurs doivent réaliser une Sustainability Declaration. Donc c'est vrai on l'a mis en anglais ici parce que ça peut prêter fortement confusion par rapport à ce qui est exigé derrière au niveau des autorités françaises. Donc, on verra juste après. Et enfin, la dernière interface, donc, ou alors, comme ça a été évoqué, l'interface de transformation qui va, elle, produire la bioénergie à partir donc, du combustible issu de la biomasse, qu'il soit gazeux ou solide, doit réaliser une POS, donc une Proof of Sustainability, une preuve de durabilité. Par ailleurs, on a une documentation qui s'inscrit dans le cadre français, qui est la déclaration de durabilité, donc, qui a malheureusement le même nom que la Sustainability Declaration. C'est pour ça qu'on a laissé en anglais, effectivement, pour éviter les confusions, et qui incombe cette déclaration de durabilité uniquement à la dernière interface. Donc on en reparlera un petit peu par la suite.
Donc, je vous ai remis ici pour information, finalement, toutes les données qui doivent transiter le long de la chaîne de valeur. Donc, ces données, elles figurent à l'annexe 1 du règlement 2022-996, hein, qui est le règlement qui élabore et qui établit les règles de vérification, voilà, du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions des effets de serre, et également d'autres critères mais qui peuvent peut-être plus concerner les méthaniseurs, mais moins d'autres installations de traitement des déchets, comme les unités de valorisation énergétique ou les chaufferies CSR, ou même les ISDMD. Donc, vous avez à peu près deux pans de données, hein. Le premier, c'est vraiment des données qui peuvent être transmises, donc toujours hein, de l'amont forcément vers l'aval, un peu plus générique sur le nom du système volontaire, le numéro de preuve de durabilité, la déclaration comme quoi on respecte bien hein, les critères de durabilité, de réduction des gaz à effet de serre, et puis la preuve au travers notamment du calcul, comme on verra par la suite. Le type d'intrant, le pays d'origine, éventuellement s'il y a eu des aides qui ont été apportées au niveau du lot, du flux, pour son traitement, sa valorisation, et dans ce cas-là, quel type d'aide. Et par ailleurs, on a tout ce qui est donné finalement un peu de transactions ou données d'opérations. Donc nom et adresse de l'apporteur, le nom et l'adresse de l'entreprise qui va réceptionner le flux, la date du chargement, le lieu du chargement, le lieu de livraison ou encore la quantité, le volume. Donc ça, cette slide, c'est plutôt, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais plutôt pour dire que l'idée aussi, là, dans le cadre de la directive RE2, et pour assurer la bonne traçabilité, c'est vraiment de s'appuyer sur la documentation existante. Donc ça va être les contrats, ça va être les bons de livraison, également les arrêtés préfectoraux là, pour asseoir le fait qu'on est bien une entité qui est autorisée finalement à la prise en charge des déchets. De certains types de déchets, et également important donc les documentations, toute la documentation d'informations préalables à l'acceptation des flux de déchets. Et à ce propos, voilà, c'était important, c'est vraiment de retrouver, comme ce qui a déjà été évoqué auparavant, certaines mentions au niveau de l'auto-déclaration. Donc, il y a un modèle autoportant qui est fourni par DBS, mais vous avez aussi la possibilité voilà, de rajouter, si ce n'est pas le cas, certaines mentions au sein de votre documentation d'acceptation préalable à l'acceptation du déchet, ou alors, par exemple, dans le contrat que vous pouvez avoir avec les collectivités. Ces mentions, en premier lieu, elles doivent voilà, montrer que le flux il respecte bien la hiérarchie de traitement des déchets. Donc, par exemple, ça peut être je certifie avoir réalisé un tri séparé des flux valorisables en vue de leur recyclage, leur valorisation matière ou énergétique, dans le respect de la réglementation en vigueur à la date d'apport des déchets sur le site. Ça peut être aussi voilà, d'autres types de mentions, mais quelque chose dans ce goût-là. Et il doit y avoir aussi une autre mention très importante qui est l'absence de modification intentionnelle qui aurait permis de qualifier normalement, par exemple, un produit qui aurait été requalifié comme déchet du fait d'une modification intentionnelle. Donc, bien repréciser ce point, par exemple, en mettant une mention du type j'atteste que le déchet ne fait l'objet d'aucune dilution ni mélange dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets sur site. Voilà, ces deux points sont assez importants. Et le deuxième point, c'est aussi en particulier par rapport à des risques de fraude potentiels et pour éviter voilà, ce type de risque. Donc là, c'est pour information. Je pense que vous connaissez très bien les arrêtés préfectoraux. Voilà. Ça, c'est un des types de documents qui peut être aussi utilisé dans le cadre du processus de certification et également dans le cadre de la traçabilité. Et enfin, dernier point, cette fois-ci sur la documentation exigée par les autorités françaises, donc la déclaration de durabilité. Alors, la déclaration de durabilité, en fait, c'est une synthèse qui va être relative à l'ensemble des flux d'approvisionnement sur l'année précédente. Donc, aujourd'hui, on est sur la déclaration 2025, donc ça va être par rapport à tous vos flux d'approvisionnement sur l'année 2024.
À quoi elle sert cette déclaration? Bah, finalement, c'est aussi pour la France, pour s'assurer qu'elle va bien respecter ses objectifs en matière de part d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique finale brute, de la même manière que l'Union européenne, hein, qui doit, à l'horizon 2030, l'Union européenne, respecter une part de 32% d'énergie renouvelable au niveau de sa consommation énergétique finale brute. Donc, comme évoqué, la déclaration de durabilité, elle ne concerne que l'installation finale qui va produire la bioénergie, l'électricité, la chaleur ou le biométhane. Et quand est-ce qu'elle doit être renseignée et transmise aux autorités françaises? Eh bien, pour le 28 février 2025. Donc ça, c'est en lien aussi avec les obligations pour les obligés dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions. Et sinon, pour les acteurs qui ne sont pas obligés EUETS, la déclaration est à transmettre au plus tard au 14 mars 2025. Vous retrouvez aussi, je précise, tous ces éléments sur la page durabilité des bioénergies. Également, voilà, si vous êtes adhérent FNAD, il y a eu aussi une note à cet effet. Donc, je me permets aussi de repréciser un point peut-être important, de bien distinguer les formats de déclaration, parce que ce n'est pas forcément naturel. Vous avez 3 formats principaux. Un premier format qui concerne la production d'électricité, de chaleur à partir de combustibles gazeux issus de la biomasse. Donc ça, c'est la déclaration RED 2025 élec chaleur à partir de biogaz. Par ailleurs, vous avez ce qu'ils appellent au niveau de la page durabilité des bioénergies. Donc ce qu'ils appellent le cas général, c'est-à-dire la production d'électricité, chaleur à partir de combustibles solides. Donc là, le document, le tableur Excel à utiliser, c'est la déclaration RED 2025 élec chaleur. La différence entre ces 2 premiers documents, c'est juste le fait que pour le cas de la production énergétique à partir typiquement de biogaz, ça permet en fait de combiner voilà, les différents intrants pour former des lots de biogaz. Donc voilà à peu près la différence entre les 2 déclarations. Et par ailleurs, vous avez un 3e format de déclaration qui, lui, concerne vraiment le biométhane qui va être injecté. C'est la déclaration d'intrants de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2025. Dans ce cas particulier, ce n'est pas les dates indiquées dans le tableau ci-dessus qui s'appliquent, mais c'est plutôt les dates issues donc, de l'arrêté du 1er février 2023, à savoir que le lot il doit être déclaré au plus tard 18 mois après le début du lot, donc après son injection. Donc, par exemple, un lot qui va être injecté en octobre 2023, il doit être déclaré au plus tard en mars 2025. Et par ailleurs, un point important dans le cadre de cette déclaration pour le biométhane, c'est qu'on a aussi une notion un peu spécifique à la France aussi, c'est le critère d'intrant. Donc le critère d'intrant, voilà, qui vise en fait un respect voilà, du seuil maximal de 15% du tonnage brut total des intrants sur une année civile qui peut être issu voilà, de cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de culture principale. Donc ça, ce sont des points qui sont définis au niveau du code de l'environnement et donc c'est un seuil à respecter dans le cadre du droit français. Toujours sur cette déclaration de durabilité, je me permets d'apporter quelques points de vigilance. En premier lieu, déjà, c'est que la filière déchets bénéficie d'un cadre dérogatoire pour la déclaration en 2025 qui porte sur tous les approvisionnements sur l'année 2024. C'est-à-dire que les installations ont la possibilité de se faire auditer jusqu'au 30 juin 2025. Jusqu'au 30 juin 2025, donc typiquement les chaufferies CSR, les UBE et les ISDND en particulier, et également leurs fournisseurs directs. De la même manière, les fournisseurs directs des unités de méthanisation voilà, bénéficient de ce cadre dérogatoire et peuvent se faire auditer jusqu'au 30 juin 2025.
Ensuite, sur la déclaration, il va falloir, en fait, il y a le premier onglet qui est un onglet relatif à votre installation et il y a un volume d'énergie à déclarer. Voilà, faut bien déclarer voilà, toutes les unités de production énergétique qui utilisent des flux dans lesquels il y a une fraction de biomasse. Donc, l'énergie doit se rapporter à l'ensemble de ces unités. Et par ailleurs, dans la déclaration en elle-même, où vous devez rentrer finalement tous les intrants de 2024 qui ont permis la production de bioénergie, eh bien, il n'y a pas nécessité, bien sûr, de déclarer tous les flux de déchets qui seraient 100% fossiles. Il n'y a pas besoin non plus, enfin, il ne faut pas non plus voilà, déclarer tous les codes-parts fossiles des flux de déchets qui contiennent une fraction biogénique et une fraction fossile par ailleurs. Et enfin, un point important par rapport à cette déclaration de durabilité, c'est pour les installations qui sont également obligées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions et notamment par rapport au règlement MRR, donc Monitoring and Reporting Regulation. Si par exemple vous n'êtes pas soumis aux exigences de la RED 2 parce que vous êtes en dessous des seuils de puissance, parce que vous avez une date de mise en service antérieure au 1er janvier 2021 et que par ailleurs voilà, vos déchets ne sont pas des déchets primaires, donc ne sont pas soumis aux critères de durabilité à long et que vous n'avez pas donc à respecter également. Enfin, quoique sur l'efficacité énergétique, voilà, c'est pas pris en compte dans le cadre de l'UTS, donc j'ai arrêté de dire des bêtises. Mais voilà, si vous n'êtes pas soumis à ce critère de durabilité amont ou de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, dans GREP, vous devez quand même, soit vous avez fait le choix d'une certification volontaire, dans ce cas-là, vous devez quand même également transmettre dans GREP, dans le cadre de l'EUETS, votre déclaration de durabilité. Soit vous avez fait le choix de ne pas vous certifier, auquel cas vous devez transmettre une attestation sur l'honneur voilà, qui indique que votre approvisionnement en biomasse est bien durable. Sauf bien sûr pour les déchets ménagers et assimilés solides qui, eux, de toute façon, sont exemptés sur le plan réglementaire. Donc cette attestation sur l'honneur, elle figure sur la page durabilité des bioénergies. Donc il y a un encadré spécifique qui reprécise le contenu à transmettre. Et par ailleurs, si vous êtes obligé, voilà, EUETS, et que vous bénéficiez du cadre dérogatoire voilà, pour 2025, ce qui est le cas normalement pour la plupart des installations de déchets. De la même manière, dans GREP, il faudra que vous transmettiez une attestation sur l'honneur, voilà, pour les flux qui n'ont pas été encore certifiés parce qu'il y a un audit qui est prévu, mais qu'il n'a pas encore eu lieu et qu'il aura lieu sans doute après la date butoir de transmission de la déclaration de durabilité. Et je relaisse la main à Nicolas. On a déjà 3 minutes de retard, donc je vais aller très vite. Donc, comme je vous ai dit, il y a la comparaison de biocarburants, des biocombustibles et de l'analogue fossile. On a cette formule de la Commission européenne avec chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, donc la culture des matières premières, l'affectation du sol, la production, le transport, l'utilisation et des bonus si on stocke du carbone ou le capte. Pour la méthanisation, donc on a des intrants qui sont soit des déchets, donc il y aura ETD à prendre en compte, soit des matières premières avec les extractions, les critères terre et transport et distribution. Ils vont être collectés par le méthaniseur. Il va produire biogaz, donc il y a EP pour la production de biogaz et EP pour la production de biométhane. S'il y a des transferts, il y a ETD s'il s'applique et EU pour l'utilisation du biocarburant lui-même. Donc ça, c'est la logique. Pour un cas où il y a un méthaniseur qui est un déconditionneur sur site, ces émissions à prendre en compte, ce sera les émissions de transport entre le point d'origine et le premier point de collecte, qui est lui-même, parce qu'il est standard 2, les deux. Les émissions EP pour la production de méthane. Et
et non les émissions de déconditionnement, parce qu'on a dit que les déchets ont cette dérogation spéciale tout au long de leur cycle de vie pour le traitement. Si c'est une entité juridique la même, mais le site de déconditionnement est éloigné, il y a un transport en plus, donc ces deux étapes de transport devront être prises en compte dans le cas où ce sont deux entités différentes. Donc dans le premier, avant, on avait un certificat qui couvrait tout. Maintenant, on aura deux certificats parce que donc c'est une autre entité. Mais les GES restent les mêmes. Dans le cas où c'est une autre, bah, ça va être juste à part entière, standard 1 et standard 2 pour le méthaniseur si c'est l'unique fournisseur. Si ce n'est pas l'unique fournisseur et il s'approvisionne directement auprès du point d'origine, c'est standard 1. Euh, pour les émissions des unités de valorisation, on a une dérogation spéciale dans notre cahier de charge de 2BS qui dit que il n'y a pas des émissions de transport entre le point d'origine jusqu'à la dernière interface parce que les matières sont détruites en termes de traitement des déchets. Donc, ETD, c'est 0. EU est à prendre en compte. La RED définit EU comme si il y a des émissions CO2, c'est 0 par défaut. S'il y a d'autres émissions autres que CO2, comme méthane ou N2O, il faudra les prendre en compte. Donc, c'est le cas notamment des installations équipées des lits fluidisés, et utilisant des technologies de dénox par SNCR alluré. Donc, là, il y aura d'autres émissions comme N2O qui vont être émises et ils vont être prises en compte. Sinon, c'est zéro si c'est que du CO2. Pour le cas des ISDND, il y aura le transport s'il y a une étape de transport de ces gaz et EP pour la transformation en biométhane et EU si elle est transformée en énergie. Donc, la même règle s'applique. Si c'est que du CO2, c'est zéro. S'il y a d'autres émissions, il faudra le tenir en compte. Ensuite, pour les chaufferies CSR ou les cimenteries, donc, comme on dit, ces préparations de CSR, ils vont être premier point de collecte, ils vont être certifiés en répondant des questions sur le chat. Donc, ces émissions de transport entre le point d'origine jusqu'à la fin sont à prendre en compte et EU pour la combustion de ces matières. Euh, pour les cimenteries spécifiquement, comme c'est des températures très hautes, l'unique gaz qui est produit, c'est CO2, donc EU, c'est égal à 0. Donc, pour parler plus des cimentiers, c'est une réaction chimique où on mélange le sable, l'argile et le calcaire à 1450 degrés pour générer du clinker. Et ensuite, on va produire du ciment. C'est un processus très long avec plusieurs étapes. La RED concerne uniquement l'étape 8 dans ce schéma. C'est le four rotatif où on va brûler ces déchets pour produire cette température 1450 degrés. Donc, la bioénergie produite, ça va être la production de chaleur durable, si on analyse dans les termes des RED. Donc, les cimentiers, comme peut-être d'autres opérateurs entre vous, vous habitez entre deux univers parallèles, la RED et les UUITS. Nous, on n'est concerné que par la RED. Nous, on vérifie la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, la durabilité, le bilan massique, les GES, selon la méthodologie GES de la RED. Les UITS considèrent donc les industries cimentières comme des producteurs de ciment, alors que nous, on les considère comme des producteurs de chaleur. Et ils ont, comme Marie-Lou vous a expliqué, d'autres paramètres. Et il ne faut pas mélanger. Donc, IUITS, peut-être, parfois, ça porte à la confusion et on pense que c'est complètement connecté parce que IUITS utilise et cite parfois l'arrêt dans leur méthodologie, mais il la change un peu, la modifie. Donc, par exemple, pour la IUITS, les déchets liquides, on les appelle bioliquides. Et du coup, on dit que la réduction des GES qui s'applique est celle des bioliquides. Donc, dans cet document Biomass Issues in the UETS, ils disent que s'il y a un acteur qui consomme des biomasses liquides, déchets,
il doit se considérer comme producteur de bioliquide au biogaz. Donc, c'est en train de changer un peu les règles. Du coup, le pourcentage de réduction qu'ils appliquent, c'est 50 pour les bioliquides, alors que pour la RED, pour nous, on est un autre monde à part. C'est la production de chaleur à partir de combustibles issus de la biomasse, donc c'est 70% de réduction. Donc il faut tenir en compte que c'est pas toujours aligné. Et si vous avez des questions sur le UTS, si c'est concerné par REDS, etc., c'est auprès de UTS qu'il faut se renseigner. Concernant la calculation, le calcul des GES, donc, je vais faire un petit point sur EP et EETD. Donc, EP sont les émissions résultant de la transformation. On a bien défini le cadre de la transformation. C'est la production de produits, donc des bioénergies, électricité, chaleur, froid, ou de biogaz, biométhane, etc. Donc, tous ces broyages, etc., c'est traitement de déchets par le premier point de collecte ou les sites intermédiaires, les interfaces intermédiaires. Donc, ces émissions des GES peuvent être piochées dans la RED. Il y a une liste des valeurs par défaut désagrégées EP disponible, mais le cadre de ces listes n'est pas très étendu. Donc, si vous ne trouvez pas votre cas de figure dans la RED, il faudra faire des valeurs réelles. Et ces valeurs réelles doivent être calculées par l'opérateur économique en faisant utilisation d'un calculateur fait pour tenir en compte de tous ces processus pour la production de cette énergie ou combustible. Et ETD, c'est le transport. Donc, on a aussi le choix de piocher des valeurs par défaut désagrégées dans la RED. Si vous ne trouvez pas dans ces valeurs, vous pouvez faire des valeurs réelles. Mais l'unique condition pour le ETD en valeur réelle, c'est que toutes les étapes des transports depuis le premier point de collecte, mais aussi depuis le point d'origine jusqu'à la dernière interface, doivent être prises en compte. Parce que si vous avez, par exemple, le transport entre le premier point de collecte et la dernière interface, mais il vous manque un maillon dans cette chaîne des valeurs, vous ne pouvez pas faire les valeurs réelles. Donc, il faudra faire des valeurs par défaut. Donc, vous pouvez utiliser les formules dans la réglementation, donc avec les tonnes, la distance, les facteurs d'émission en fonction des transports utilisés, etc. Et là, je passe la main à Marine pour qu'elle vous dise un peu plus de détails sur la certification, comment c'est la démarche administrative. Donc, je vais cliquer sur le prochain et je te donne la main, Ah, Nicolas, Marine. juste, il y a Marie-Lou qui a levé la main avant, s'il te Ah, plaît. Marilou. Oui, oui, c'est très rapide, c'est juste pour apporter une précision pour effectivement le calcul des émissions. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous appuyer sur des sources officielles type ADN, notamment, je pense, pour le transport. Ouais. Donc, ouais, exactement. Donc, ces facteurs d'émission, ils sont aussi rapportés dans la RED, mais si par exemple, il n'y a pas exactement le camion que vous utilisez, des sources alternatives peuvent être utilisées comme des sources ADEME officielles. Mhm. Voilà, ouais. Donc, Ouais. Marine, Merci. Euh, Après, on vous libère. C'est simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire pour la certification. Donc, on va sur notre site web d'EBS. On vous invite d'abord à regarder notre page sur les organismes de certification, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez d'abord contractualiser avec l'organisme de certification. Vous avez ensuite une page enregistrement pour une certification. Il faut descendre tout en bas de la page. Vous pouvez ensuite cliquer pour accéder au formulaire d'enregistrement. Et c'est à ce niveau-là que vous retrouvez toutes les informations pour s'enregistrer, la société, l'adresse de facturation, où vous vous situez dans la chaîne. Donc voilà, et ensuite, une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous allez recevoir un email pour pouvoir vous connecter et voilà, accéder à votre compte à ce niveau-là. C'était voilà, la petite précision qu'on voulait faire avant
de pouvoir vous laisser. On s'excuse pour le retard. On vous remercie pour votre présence à tous. Nicolas a commencé à répondre à la majorité des questions dans le chat en vous répondant directement. On est désolé, du coup, il n'y a pas eu ce temps d'échange, mais Nicolas a pris le temps de répondre à vos questions dans le chat. Si les questions restent en suspens et qu'elles n'ont pas été répondues ni dans le chat ni pendant la présentation, vous avez le mail de Marie-Lou et de Nicolas à l'écran. Vous pouvez envoyer vos questions et elles seront traitées très vite. Et petite précision, un livre blanc est aussi en train d'être construit chez 2BS et vous sera envoyé dès qu'il sera fini. Et la FNAD, Marie-Lou, si tu veux dire un petit mot aussi sur le livre blanc. Du coup, c'est pas le livret blanc, c'est du coup un guide pour bien distinguer, mais du coup, effectivement, il y a un guide aussi sectoriel qui est en cours de finalisation et qui devrait être publié très prochainement par la FNAD. Très bien, merci beaucoup Marie-Lou pour... En plus de ça aussi, il y aura l'adaptation, donc la documentation, les standards et les procédures de 2PS qui vont être mises à jour avec tous les adaptations qu'on a fait pour la filière déchets prochainement. Ouais, aussi. Voilà, tout Donc, ça, ce on vous sera tiendra au courant. communiqué. Ouais. Ça vous sera communiqué. Merci à tous. Très belle journée. Merci à tous. Merci. Au Bonne journée à revoir. tous. Au revoir.